Tu sais comment on nous enseigne que les nazis étaient de purs fanatiques maléfiques surgis de nulle part, qui ont construit une machine de guerre à partir de rien et tenté de conquérir le monde? Oui, les manuels donnent l'impression que l'Allemagne s'est lancée toute seule dans la production de chars et d'avions, uniquement portée par la haine. Mais si je te disais que la véritable histoire ne se trouve pas à Berlin, mais à Wall Street, une douzaine de banques et d'entreprises américaines ne se sont pas contentées de faire des affaires avec Hitler. Elles l'ont construit, financé, armé, et ont continué à faire circuler l'argent, même après que des jeunes Américains aient commencé à mourir. Et le plus choquant, c'est que certaines d'entre elles se sont enrichies pendant la guerre plus qu'avant. Reste jusqu'à la fin, et tu comprendras pourquoi tes professeurs d'histoire ont sauté ce chapitre, et pourquoi les mêmes entreprises qui ont profité d'un génocide dirigent encore ton monde aujourd'hui. Revenons en 1933. Hitler vient de prendre le pouvoir. L'économie allemande est détruite. Le traité de Versailles les a écrasés sous les réparations. L'hyperinflation des années 1920 a anéanti les économies. Le chômage atteint 30%, les gens meurent de faim. Le Reichsmark ne vaut plus rien. Et Hitler promet de rendre sa grandeur à l'Allemagne. Mais voici ce que personne ne te dit. On ne construit pas une armée avec des discours. Il faut de l'acier, il faut du pétrole, il faut de l'argent, des montagnes d'argent. Et l'Allemagne, en 1933, n'a rien de tout cela. Alors d'où cela a-t-il bien pu venir? Imagine ceci, Wall Street, dans les années 1920. Les banques américaines débordent de liquidités. Elles se prêtent à tout le monde, et surtout à l'Allemagne. Parce que même si l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, même si elle doit des milliards en réparation, les banques américaines voient une opportunité. Le plan Dawes de 1924, JP Morgan, Dillon Read, Chase National Bank, restructurent la dette allemande. Ils émettent des obligations et rendent l'Allemagne dépendante du capital américain. Plus de 475 millions de dollars ont afflué des États-Unis vers l'Allemagne entre 1924 et 1931. Cela équivaut à plus de 8 milliards aujourd'hui. Ce n'était pas de la charité, mais des prêts à intérêt, avec des conditions. Des banquiers américains ont littéralement géré l'économie allemande à travers le comité Dawes, et lorsque Hitler arrive au pouvoir, il hérite de tout ce système. Et les banques américaines ne se retirent pas, elles redoublent d'efforts. Voici ce qui fait vraiment tourner la tête. Standard Oil, propriété des Rockefeller, a conclu un accord avec E.J. Farben, le géant chimique allemand qui fabriquera plus tard le Zyklon B pour les chambres à gaz. Partenariat, partage de technologies. Et surtout, le carburant synthétique. L'Allemagne n'a pas de pétrole. Aucun. Elle est enclavée. Pas de colonies, pas d'accès aux champs pétrolifères du Moyen-Orient. Alors comment la Luftwaffe volait-elle? Comment les chars Panzer ont-ils traversé l'Europe? Standard Oil leur a fourni la technologie permettant de produire du carburant synthétique à partir du charbon grâce au procédé d'hydrogénation. Sans cela, l'armée allemande tombait en panne de carburant en 6 mois. Standard Oil savait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait des représentants en Allemagne. Elle recevait des rapports, et elle a maintenu le partenariat même après 1939, même après la Pologne, même après la déclaration de guerre. Prends un moment pour intégrer cela. L'entreprise qui est devenue Exxon a fourni à Hitler la technologie nécessaire pour alimenter sa machine de guerre. IBM, oui, l'entreprise informatique. Elle ne s'est pas contentée de vendre des machines à cartes perforées à l'Allemagne. Elle les a personnalisées pour recenser les Juifs. Chaque camp de concentration disposait de machines IBM traitant les données, numéro de prisonniers, horaire de transport, nombre de morts, affectation au travail, qui vit, qui meurt. Tout était traité sur des équipements IBM. La filiale allemande d'IBM, Deomag, a entretenu ces machines pendant toute la guerre, envoyé des techniciens, fourni des mises à jour sous la supervision du siège d'IBM à New York. Ils percevaient des redevances. Chaque carte perforée vendue, chaque machine louée, IBM était payé. Une entreprise américaine a tiré profit de l'organisation d'un génocide. Ils n'appuyaient pas sur la gâchette. Ils ont simplement rendu le meurtre de masse efficace, industriel, traçable, et après la guerre, aucune poursuite, aucune conséquence. Ils sont toujours l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, Ford Motor Company. Henry Ford était un antisémite notoire. Il publiait un journal appelé Dearborn Independent, qui accusait les Juifs de tout, le communisme, la banque, la guerre. Il a même publié les protocoles des sages de Sion, un faux texte conspirationniste. Hitler l'adorait. Il gardait le portrait de Ford sur son bureau. Il le considérait comme une inspiration. Et les usines allemandes de Ford, Fordwerk, n'ont pas arrêté leur production lorsque la guerre a éclaté. Elles l'ont augmentée. Fabrication de camions pour la Wehrmacht, de moteurs pour les véhicules militaires allemands, en utilisant le travail forcé de prisonniers des camps de concentration. Après l'entrée en guerre des États-Unis en 1941,
Ford Werk a été classé comme fournisseur militaire essentiel par le gouvernement allemand. Et voici la partie la plus folle. Après la guerre, Ford a exigé une indemnisation du gouvernement américain pour les dégâts causés par les bombardements alliés sur ses usines en Allemagne. Il voulait que les contribuables américains le dédommagent pour les dommages causés à des usines qui fabriquaient des camions nazis. L'audace est stupéfiante. General Motors, sa filiale allemande, Opel, fabriquait les camions qui transportaient les soldats de la Wehrmacht à travers l'Europe et produisait les moteurs des avions de la Luftwaffe. En 1939, Opel produisait la moitié de tous les camions allemands et un tiers de tous les véhicules blindés allemands. Le Blitzkrieg, qui a détruit la Pologne et la France, roulait sur des roues General Motors. Les dirigeants de GM ont maintenu leur contrôle durant toute cette période. Et après Pearl Harbor, alors que l'Amérique était en guerre contre l'Allemagne, les usines Opel continuaient à produire. L'entreprise affirmait qu'elle ne pouvait pas contrôler ses filiales étrangères. Traduction. Nous gagnons trop d'argent pour que cela nous importe. Et après la guerre, GM a poursuivi le gouvernement américain pour obtenir 33 millions de dollars pour les dommages subis par ses usines en Allemagne. Elle voulait une indemnisation pour les bombes alliées tombées sur des usines qui fabriquaient des machines de guerre nazies, et elle a gagné. Elle a été payée. Chase National Bank, aujourd'hui JP Morgan Chase. En 1940, après l'occupation de Paris par les nazis, la succursale parisienne de Chase a gelé les comptes des Juifs, aidé les nazis à liquider des actifs et dépouillé des familles de leurs richesses avant leur déportation vers les camps de la mort. La banque a continué à opérer en France occupée par les nazis jusqu'en 1944. Soit 3 ans après Pearl Harbor. Une banque américaine aidant les nazis à voler les juifs pendant que des soldats américains mouraient pour libérer l'Europe. Dans les années 1984, des documents ont refait surface montrant que les dirigeants de Chase étaient informés. Ils recevaient des rapports, ils prenaient des décisions, et ils ont maintenu la succursale ouverte parce qu'elle était rentable. Dupont vendait des produits chimiques à l'Allemagne. Union Banking Corporation, dirigée par Prescott Bush, oui, le père du futur président George H.W. Bush, détenait des actifs nazis et finançait la production d'acier allemande. Les sociétés ITT vendaient du matériel de communication à l'armée allemande et avaient des représentants négociant avec les nazis tout au long de la guerre. Et voici le point crucial. Ce n'étaient pas des opérations isolées. C'était des décisions prises au plus haut niveau. Les PDG savaient. Les actionnaires en ont profité. Et le gouvernement américain a fermé les yeux jusqu'à ce que la pression publique devienne trop forte. Parlons chiffres, car l'ampleur est stupéfiante. I.G. Farben a utilisé plus de 80 000 travailleurs esclaves provenant d'Auschwitz, seulement les faisant travailler jusqu'à la mort, pour produire du caoutchouc synthétique et du carburant, et les machines d'IBM en assuraient le suivi minutieux. Les usines Ford ont produit 78 000 camions pour la Wehrmacht. Opel en a fabriqué 29 000. À eux deux, cela représente plus d'un tiers de la logistique militaire allemande. Sans les camions américains, les nazis n'auraient pas conquis la France, ni atteint Moscou, ni transporté les Juifs vers les camps. L'Holocauste nécessitait une efficacité industrielle, et des entreprises américaines la lui ont fournie pour le profit. Voici la partie qui devrait te révolter. Après la guerre, aucune de ces entreprises n'a réellement été tenue responsable. Il y a bien eu des procès. Les procès de Nuremberg contre les industriels ont visé I.G. Farben et des dirigeants de Krupp, mais les entreprises américaines ont été protégées, car le gouvernement américain avait besoin d'elles pour la reconstruction d'après-guerre. Le plan Marshall nécessitait une capacité industrielle. La guerre froide nécessitait une puissance de production. Alors Ford, GM, IBM ont reçu des contrats gouvernementaux, des financements du plan Marshall, et les dossiers ont été scellés, classifiés, enterrés. Il a fallu 50 ans pour que des chercheurs découvrent toute l'ampleur de la vérité. En 1998, des poursuites judiciaires ont forcé la divulgation de documents. Des survivants ont porté plainte. Des lettres, des notes internes, des contrats sont apparus, prouvant que des dirigeants étaient au courant et qu'ils en ont tiré profit. Et les indemnisations étaient dérisoires. En 2000, l'industrie allemande a créé un fonds de 5 milliards de dollars pour les anciens travailleurs esclaves. Ford et GM ont contribué à hauteur de 20 millions de dollars à eux deux, une somme insignifiante par rapport à ce qu'ils avaient gagné. IBM n'a rien payé, a nié toute connaissance jusqu'aux années 2000, soit 60 ans après les faits, et même alors, a réglé l'affaire discrètement. Aucune reconnaissance, aucune excuse, seulement de l'argent pour faire taire le problème. Et maintenant, voici la partie vraiment troublante. Ce n'était pas un cas unique. C'est un schéma qui se répète. Des entreprises américaines faisant affaire avec des monstres parce que le profit est trop important pour être refusé. Et cela se produit encore aujourd'hui. Parlons de la Chine. Apple, Nike, Tesla, tous produisent dans le Xinjiang, où des musulmans sont placés dans des camps de concentration, soumis au travail forcé,
à la surveillance et à un véritable génocide culturel. Le département d'État américain appelle officiellement cela un génocide. Et pourtant, les entreprises américaines font du lobbying contre les sanctions, affirment que les chaînes d'approvisionnement sont trop complexes, disent qu'elles ne peuvent pas vérifier les conditions de travail. C'est le même scénario. Dans les années 1930, c'était « nous ne pouvons pas contrôler nos filiales étrangères ». Aujourd'hui, c'est « les chaînes d'approvisionnement sont compliquées ». Des mots différents, la même excuse, la même motivation, le profit. Apple a réalisé 365 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Une partie de cette somme provient de la production en Chine, utilisant le travail forcé. Et ils combattent toute tentative de régulation. Google a développé un moteur de recherche censuré pour la Chine, appelé Dragonfly. Il aurait filtré les résultats, caché la place Tiananmen et bloqué les informations sur les droits humains. Le projet a été annulé après la révolte des employés, mais l'intention était claire. L'accès à 1 milliard d'utilisateurs valait le sacrifice de la liberté. Les algorithmes de Facebook ont été utilisés pour organiser un génocide au Myanmar. Le massacre des Rohingyas, plus de 25 000 morts, a été coordonné à travers des publications sur Facebook. L'entreprise s'est excusée, a promis une meilleure modération, mais a continué à opérer dans le pays, car se retirer aurait signifié perdre des utilisateurs et des revenus publicitaires. Les compagnies pétrolières font des affaires avec l'Arabie saoudite, malgré l'assassinat de Khashoggi, malgré le Yémen bombardé par des armes américaines. Les fabricants d'armes vendent à des dictatures, et les entreprises technologiques construisent des outils de surveillance pour des régimes autoritaires. Cisco a participé à la création du grand pare-feu de la Chine. Oracle vend des logiciels de base de données pour traquer les dissidents. Ce n'est pas identique aux années 1930, mais le calcul moral reste le même. Le profit contre les principes, et le profit gagne à chaque fois. Voici la dure vérité que personne ne veut dire à voix haute, les entreprises n'ont pas de morale. Elles ont des actionnaires, et les actionnaires veulent des rendements, des résultats trimestriels, des cours de bourse en hausse. Si faire des affaires avec un régime génocidaire est légal et rentable, elles le feront. Les dirigeants le justifieront. Nous créons des emplois. Nous ne pouvons pas concurrencer si nous ne le faisons pas. C'est compliqué. Et ils donneront à des œuvres caritatives, financeront des musées, parraineront des écoles, poliront leur image, comme Ford et GM l'ont fait, comme IBM l'a fait. On peut construire des hôpitaux d'une main et des chambres à gaz de l'autre. Tant que les hôpitaux sont visibles et les chambres à gaz cachées, on se souvient de vous comme d'un héros. Voilà le jeu. Alors, que faire de cette information ? D'abord, comprendre que la Seconde Guerre mondiale n'a pas été seulement une histoire de soldats et de bombes. Elle a été financée. Des banques américaines ont restructuré la dette allemande. Des entreprises américaines ont construit les camions, les avions et le carburant allemand. La technologie américaine a servi à traquer les victimes. Sans Wall Street, Hitler ne se reconstruit pas. Sans Ford et GM, la Wehrmacht n'avance pas. Sans IBM, l'Holocauste n'est pas industrialisé. Ils ne portaient pas de croix gammée, mais ils ont tout rendu possible par profit. Ensuite, la responsabilité a été une plaisanterie. La plupart des dirigeants sont morts riches. La plupart des entreprises ont payé des sommes dérisoires dans des accords conclus des décennies plus tard, et elles fonctionnent toujours. Elles profitent toujours. Le schéma se répète parce qu'il n'y a pas de conséquences réelles. Troisièmement, regarde à qui tu donnes ton argent. Cet iPhone dans ta poche a peut-être été assemblé par des Ouïghours dans des camps. C'est Nike, pareil. Cette Tesla, Musk fait des affaires avec des entreprises chinoises de surveillance. Ton argent finance cela. Pas volontairement, mais c'est le cas. Et les entreprises comptent sur le fait que tu ne t'en soucieras pas assez pour arrêter. Quatrièmement, ce n'est pas une théorie du complot. C'est documenté. Des enquêtes du Congrès, des procès, des documents déclassifiés. Tout est public, mais ce n'est pas enseigné, pas discuté. Parce que les entreprises impliquées ont encore du pouvoir, font encore du lobbying, contrôlent encore les récits. Si cela te met en colère, si tu réalises que tes cours d'histoire ont laissé de côté la partie la plus importante, tant mieux. Parce que cette histoire ne s'arrête pas en 5 septembre 1945. Elle se répète. Pays différents, produits différents, même logique de profit, mêmes excuses. Et tant que les gens ne le sauront pas, tant que cela ne fera pas de bruit, cela continuera. Alors, mets un like si tu en as assez de la version aseptisée de l'histoire. Abonne-toi, parce que je ne m'arrête pas là. Il y a encore plus, beaucoup plus. Et dis en commentaire quelle entreprise moderne, selon toi, joue à ce jeu en ce moment, parce que je te garantis que tu finances quelque chose que tu détesterais si tu connaissais la vérité. Merci d'avoir regardé. Reste sceptique, l'histoire n'est pas finie. Elle est simplement devenue meilleure pour se cacher. Et les mêmes familles qui ont profité d'Hitler dirigent encore le monde aujourd'hui. Des noms différents, les mêmes lignées, le même mode d'emploi, on a juste arrêté de faire attention.